L'absence des règles ou encore l'aménorrhée chez la jeune fille s'exprime de deux manières, à savoir l'aménorrhée primaire qui est la non-apparition des règles et l'aménorrhée secondaire qui est la disparition des menstruations chez la jeune fille. L'aménorrhée chez la jeune fille en activité génitale est un signe de grossesse. L'absence des règles chez la jeune fille peut être occasionnée par les cas de maladie ou cela peut être lié aussi à l'alimentation. Il y a la pratique des méthodes contraceptives, c'est-à-dire des pilules et des injections. Il y a aussi les grossesses, les curetages. L'alimentation est tellement polluée que cela peut occasionner assez de maladies chez la jeune fille, comme l'absence des menstrues. L'absence de règles chez la jeune fille résulte de plusieurs facteurs. On parle d'aménorrhée primaire quand il s'agit d'une jeune fille qui n'a pas de règles et n'en a jamais eu. Les causes de l'aménorrhée primaire sont tout aussi variables. Il peut s'agir de malformations, de simples retards pubertaires. Les aménorrhées secondaires peuvent être dues à une grossesse ou à plusieurs autres causes, dont la tuberculose, les cirrhoses, l'hépatite virale, l'insuffisance rénale chronique, les traitements anticancéreux par chimiothérapie, les séquelles d'avortement, les causes ovariennes, les causes hypothalamiques qui sont les plus fréquentes et la forme la plus intense qui est l'anorexie mentale. À cela s'ajoute la pratique intensive du sport qui peut aussi provoquer une aménorrhée qui, elle, guérit avec la diminution de l'activité sportive. L'absence des règles chez la jeune fille peut être traitée de façon traditionnelle, comme à l'hôpital chez un gynécologue ou chez un médecin. Pour le traitement de l'absence des règles chez la jeune fille, elles peuvent aller voir des gynécologues ou encore consulter des tradipraticiens pour les aider. Dans la majorité des cas, les aménorrhées ne nécessitent pas de traitement. Cependant, certaines mesures d'hygiène de vie peuvent aider à faire revenir les règles. Une alimentation saine et équilibrée, éviter le surpoids, gérer le stress et avoir une activité physique modérée. Par ailleurs, il y a aussi les traitements hormonaux en cas d'ablation de l'utérus et des ovaires, hors cas de cancer, les traitements chirurgicaux dans certains cas de malformation de l'appareil reproducteur, la psychothérapie ou la prise en charge psychologique est envisagée si l'aménorrhée ne trouve pas son origine dans un traumatisme qu'a subi la patiente, viol, deuil, en cas d'anorexie ou de troubles psychologiques. Une absence de règles est le plus souvent bénigne. Cependant, il est conseillé de consulter un gynécologue si d'autres symptômes sont associés à l'absence de règles et si celles-ci ne reviennent pas au bout de 3 mois. Concernant les aménorrhées primaires, consultez le gynécologue à partir de 16 ans si les règles ne sont toujours pas arrivées. Docteur Djibril Madi est avec nous. Docteur, impression sur cet élément? Oui, ce que je voulais souligner, c'est qu'ils ont parlé d'aménorrhée primaire, l'absence de règles. Mais il y a l'aménorrhée primitive. L'aménorrhée primitive, la jeune fille ou bien la femme qui n'a jamais eu ses règles. Jamais, 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 jamais. Et j'ai trouvé des cas comme ça. Jamais n'a eu ses règles. Une jeune fille de 32 ans qui n'a jamais fait de règles. C'était une malformation. C'était une malformation, une agénésie utérine. Et ça se guérit? Ça se soigne? Oui, ça se soigne. Vous savez, en fait, c'est une anomalie génétique. Hein, c'est une anomalie génétique qui a été même qui a été codifiée par un médecin. Et se guérit, non, ça ne se guérit pas puisque c'est congénital. Elle est née comme ça, l'utérus est tout petit avec 2 petites testicules là, au niveau du pubis. Et puis elle a des seins, tout ça, vous comprenez? C'est une hermaphrodite? Non, ce n'est pas vraiment une hermaphrodite, mais en fait, elle a les caractères féminins. Elle a tous les caractères féminins, mais en bas là-bas... Ses organes reproductifs sont masculins? Oui, il n'y en a pas. D'accord, c'est une malformation de la... Oui, c'est une malformation, malheureusement, c'est une malformation. Donc c'est l'aménorrhée primitive. Donc il y a l'aménorrhée primitive, il y a l'aménorrhée primaire et puis il y a l'aménorrhée secondaire. Voilà. On dit aménorrhée, c'est le privatif. Ménorrhagie, voilà, c'est-à-dire absence de règles. Voilà. On va prendre au cas par cas. On va commencer par l'aménorrhée primaire. Primitive d'abord, oui, primaire primitive, ensuite, oui, et on va oui. terminer par l'aménorrhée secondaire. Oui. Bon, donc l'aménorrhée primitive, je vous le dis, absence de règles depuis la naissance. Et puis, c'est une malformation. C'est une malformation congénitale. Ça touche beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, dans notre pays? Moi, j'ai trouvé un seul cas. C'est rare. Dans ma carrière, c'est rare, oui. Dans ma carrière, elle est venue, elle était fiancée. Et puis, elle est venue, il faut faire un bilan. Ouais, et puis, j'ai fait le bilan, j'ai fait l'échographie, je m'aperçois qu'il n'y avait pas d'utérus. Tiens. Puis j'ai poussé les choses à l'IRM, rien non plus. Et c'est là maintenant, le radiologiste et moi, nous avons discuté. Il m'a dit, mais oui, c'est un cas rare. Et on voulait justement la présenter à nos patrons pour voir un peu ce qu'on pourrait faire. Parce que ça crée des sérieux problèmes à cette jeune fille.
Maintenant, elle n'est plus fiancée, son fiancé est parti, tout ça, tout ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, et puis, bon, elle s'est sentie un peu frustrée, puisque les parents du monsieur cherchaient un enfant, mais là, elle ne peut plus. Mais elle ne peut pas aussi le dire à ses parents. Elle ne peut pas le dire à ses parents, malheureusement. Bon, ça c'est le seul cas que j'ai vu dans ma carrière depuis. De l'aménorrhée primitive. Voilà, l'aménorrhée primitive. Et l'aménorrhée primaire. Primaire, oui. C'est-à-dire que c'est la jeune fille qui n'a pas ses règles. Vous voyez, qui n'a pas ses règles. Bon, en principe, les règles viennent à partir de l'âge de 9 ans. Il y en a qui ont ça précocement, à partir de l'âge de 9 ans, ce qui peut aller jusqu'à 17, 18 ans. Et là, c'est un problème d'attendre d'abord. Il faut attendre d'abord. Je connais un ami qui a... les règles sont venues jusqu'à... Les règles de sa fille ont apparu vers l'âge de 16, 17 ans. Et puis, elle était complètement déboussolée. Elle ne savait pas ce que c'était. Ouais. Je crois qu'il y a une éducation qu'il faut faire. Il y a une éducation qu'il faut préparer la jeune fille à cela. Il faut la préparer. Les parents ne sont pas préparés, mais la jeune fille n'est pas préparée. Et ça arrive à l'école primaire, comme ça. Et puis bon, vous voyez, à l'école primaire, on se moque un peu. Ouais, elle a du sang. Et elle ne comprend pas. Ouais. Et c'est là qu'il m'a appelé et me dit, docteur m'a dit, je ne comprends pas. Voilà, elle commence à saigner. Je dis, mais elle a 11 ans, c'est vrai. C'est précoce. Mais ça arrive qu'à 11 ans, qu'on ait ses règles. Généralement, c'est à quel âge normalement? Non, ça varie. En principe, 9, moi j'ai trouvé 9 ans. 9 ans. Oui, 9 ans. À 9 ans. Puis ça peut aller jusqu'à 17, 18 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs ou c'est... Non, il n'y a pas d'éléments. Non, c'est naturel, c'est physiologique. C'est physiologique, voilà. Et ça varie. Chaque cas est particulier. Je n'ai pas envie de demander le cas de quelqu'un, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, chaque femme a sa particularité d'avoir ses règles, soit à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Mais souvent, malheureusement, c'est que les jeunes filles, bon, de bouche à oreille, elles se disent que, bon, si tu atteins l'âge de 18 ans, il faudrait que tu aies tes règles. Non, moi, c'est pas... Non. Voilà. Mais quand même, si ça tend vers 20 ans, il faut s'en méfier. Il faut aller voir le gynéco pour pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce retard-là. Voilà. Et donc, au primaire, bon, il y a ça. L'aménorrhée. Primaire, non, dans le primaire, c'est qu'elle a eu déjà ses règles. Secondaire, c'est qu'elle a eu déjà ses règles et puis qu'elle n'a plus ses règles. C'est une jeune fille qui voit normalement ses règles, ça pour parler terre à terre, et puis maintenant qu'elle n'a plus ses règles. Donc il y a plusieurs facteurs. En dehors d'une grossesse. Ça, c'est en dehors de la grossesse. Voilà. Parce que la grossesse, même une aménorrhée secondaire, méfiez-vous, les femmes croient que quand tu n'as pas ses règles, on est enceinte. Non, il peut y avoir un problème. Surtout quand on quitte en haut, comme le dit le film, l'axe hypothalamo-hypophysaire et ovarien peuvent être dysfonctionnels. Traduction pour nous? Pour vous, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui contrôle les règles chez la femme. C'est le cerveau. Il y a un organe qu'on appelle l'hypothalamus qui contrôle l'hypophyse qui va agir sur les ovaires par des sécrétions hormonales. Donc quand ce axe-là est complètement dysfonctionnel, mais la fille n'aura pas ses règles. C'est dû au stress. Voilà. Et puis aussi, il y a le facteur stress. Parce que souvent, on se retrouve comme ça. Elles ont des dystrophies ovariennes, c'est-à-dire une augmentation de la taille des ovaires et puis un dysfonctionnement ovarien. Alors, soit ça peut être unilatéral ou bilatéral. Vous comprenez? C'est-à-dire un seul ovaire ou les deux en même temps. Souvent, j'ai remarqué que c'est un problème lié au stress, à l'anxiété, à l'angoisse. C'est pour ça que des fois, quand il y a un choc, une femme peut... Elle peut pas dire. J'ai connu une patiente qui a perdu sa mère. Elle était tellement liée à sa maman qu'elle a perdu ses règles à 32 ans. Et je fais tout, mais elle n'a pas pu se débarrasser de ce choc émotionnel. Elle n'a pas pu du tout se débarrasser de ce... C'est pourquoi l'élément dit qu'il faut de la psychothérapie, il faut tout ça, hein, pour qu'elle puisse quand même être rassurée qu'elle ne peut plus rien faire. Qu'elle ne peut plus rien faire. Maman est partie, mais c'est à elle maintenant de gérer son quotidien. Voilà. Et bon, il y a ce cas. Et puis il y a aussi le cas où nous avons, dans l'aménorrhée secondaire, il y a ce qu'on appelle j'ai vu ça, les complications des avortements. Les complications des avortements. Les séquelles. Ouais, les séquelles.
Avec des trompes bouchées. Avec des trompes bouchées. Non, c'est pas les trompes, c'est tous les ovaires. Oui, c'est tous les ovaires. Parce qu'il y a 3 facteurs. Il y a le facteur hormonal, il y a le facteur hormonal, il y a le facteur infectieux et il y a le facteur de l'anxiété. Donc les 3 facteurs peuvent être associés. Les 3 facteurs peuvent être associés. Souvent, dans le traitement, comme moi je fais, j'ai associé en même temps les 3 facteurs. D'abord, je te demande ton environnement. Qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais elle va vous raconter plein de choses. Non, écoutez, je suis chez un tuteur, j'ai eu mon BTS, il n'y a pas de travail, voilà, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Mon papa à la retraite. Mon papa à la retraite. Bon, bref. En tout cas, il y a toute une histoire derrière une aménorrhée secondaire. Il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. En dehors de la grossesse, il y a toute une histoire. Alors, docteur, comment préparer la jeune fille à la venue donc, des règles? Ah oui, je crois que c'est le rôle de la maman, je pense. Je pense que c'est le rôle de la maman. La maman doit lui dire qu'à un certain moment, tu vas avoir tes menstrues. Ce dialogue-là commence à quel âge? Oh, un peu plus tôt, vers l'âge de 8 ans, 9 ans par là. Dès que l'enfant commence à aller au CP1, au CP2 comme ça, dès qu'elle a conscience qu'elle est différente d'un garçon, qu'elle est complètement différente, il faut lui faire comprendre que elle va avoir des saignements. Elle va avoir des saignements, donc il ne faut pas qu'elle... Et puis aussi, en parler aux choses, aux instituteurs ou à tous ceux qui sont autour, pour ne pas que justement... voir les éducateurs pour leur dire que bon, les filles, voilà, à un certain moment, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Mais n'ayez pas peur, voilà, c'est tout à fait naturel. Là, on comprend que c'est le rôle de la famille. Voilà, parce qu'il y a des familles où il n'y a pas de communication. Oui, malheureusement d'ailleurs. Donc, à une certaine époque, à l'école primaire, il y avait la puériculture. Je me rappelle, je ne sais pas s'il y en a toujours. Il y avait des femmes qui venaient, les cours de puériculture à l'école primaire. Ça, bon, c'était à une certaine époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Si c'est toujours le cas, c'est un créneau vraiment idoine pour en parler, pour parler de tout ce qui est, voilà, tout ce qui a trait à la femme, à la jeune fille, à tout. Mais je crois qu'au cours des leçons de SVT, je pense qu'ils font sciences, vie et machin. Ça, c'est à l'école, au collège. Ça, c'est dit au collège. Ah, d'accord. Oui, je crois qu'il faut... Et dans le léman, on a parlé d'autre chose, de l'activité physique. Oui, l'activité physique. Intensive. Effectivement, on peut avoir des aménorrhées comme ça parce que, c'est sur l'anorexie cérébrale. L'anorexie cérébrale. Et les mannequins qui veulent souscrire à un concours, alors elles se privent complètement de nourriture. Alors, ça agit parce que j'ai pas de cet axe hypothalamo-hypophysaire. Hypophysaire, voilà. Parce que l'hypothalamus va sécréter une hormone qui va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse qui va sécréter les FSH, c'est-à-dire les follicules qui vont stimuler les ovaires qui vont stimuler l'oestrogène ou la progestérone. Bref, voilà, c'est un circuit un peu long. Mais ce qui est sûr, c'est que l'anorexie mentale entraîne toujours une aménorrhée secondaire. L'anorexie mentale. Elle refuse de manger, elle perd du poids jusqu'à 35 kg, 40 kg par là, parce qu'elle veut concourir pour devenir mannequin. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas du tout normal. Voilà. Et puis, bon, évidemment, il y a les autres cas où elle est sous anticancéreux, etc. Il y a certains médicaments, les anticancéreux surtout, qui peuvent entraîner une aménorrhée. Ça agit sur les ovaires. Voilà. Parce que les anticancéreux ne trient pas. En fait, ils bloquent la multiplication cellulaire. Voilà. Les anticancéreux bloquent la multiplication. Donc, ils ne trient pas. Donc, tout ce qui est cellule est bloqué. Donc, s'il y a une multiplication cellulaire pour qu'il y ait des follicules, alors les follicules sont bloqués. Donc, elle n'aura plus ses règles. Voilà, c'est comme ça. Et ça se soigne? Oui, ça se soigne. Bon, pour une malade qui est sous anticancéreux, évidemment, ça se soigne. Bon, pour celle qui a une dystrophie ovarienne fonctionnelle, parce que souvent, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas organique, elle est fonctionnelle, ça se soigne. On donne des hormones et puis bon, les choses rentrent dans la ligne droite. Mais ce qui est, c'est que souvent c'est récurrent. Et puis le traitement est très long. Parfois, c'est minimum 3 mois, et maximum 6 mois. Donc, à chaque fois, prendre des médicaments ça les lasse. Et malheureusement, elles arrêtent. Et puis après, c'est récurrent. Et puis aussi, on parle de mesures hygiéno-diététiques. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas à manger, à moins que tu lui donnes... De manger de la salade light. Non. Non. Vous nous avez cité plusieurs cas. Oui. Et parmi ces cas-là, quel est le cas le plus difficile à soigner? Le cas le plus difficile à soigner. Je ne dirais pas impossible, mais... Oui, difficile à soigner, c'est l'aménorrhée primitive. Primitive, voilà. Oui, on en a parlé. Voilà. Non, je parle de l'aménorrhée secondaire. Vous avez cité beaucoup différentes causes. Oui.
Quelle est la cause qui est difficilement réparable? Difficilement, c'est relatif. C'est relatif, c'est relatif, c'est relatif. C'est surtout les aménorrhées congénitales qui sont difficiles à soigner puisque c'est un problème de chromosomes, c'est un problème de malformation. Vous comprenez? Il faut refaire un nouvel utérus, il faut un nouveau vagin, tout ça. C'est un peu difficile. Et comme on sait que ces genres de situations, il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire. Et puis, c'est une chirurgie très lourde qui est multisectorielle. Donc, maintenant, dans le secondaire, ce qui est difficile à soigner, c'est quand, justement, la jeune fille, elle a fait un avortement. Et puis, voilà, il y a eu une perforation utérine et tout est parti. C'est difficile parce que, qu'est-ce qu'on fait? Même on racle tout, vous comprenez? On fait une ablation de l'utérus et puis elle a ses ovaires qui sont là, mais malheureusement, elle ne peut pas faire serrer. Voilà, c'est comme ça. Dans le cas, par exemple, docteur, d'une aménorrhée primaire, en quoi ça perturbe la sexualité du sujet? Non, parce que en fait, c'est que les ovaires sécrètent une hormone qu'on appelle l'oestrogène. L'oestrogène agit sur la capacité de la femme, du moins la capacité de la femme à pouvoir avoir les rapports sexuels. Or, quand il y a une aménorrhée primaire comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une sécheresse vaginale physiologique, il y a une sécheresse vaginale et donc les rapports sexuels deviennent difficiles. Voilà, elle n'est pas capable de pouvoir être, bon, je vais dire le mot, elle ne mouille pas. Voilà, au cours des rapports, le vagin n'est pas mouillé, donc voilà, les rapports deviennent difficiles et puis bon, voilà, elle va crier. Le type, lui, là, il s'en fout. Hein. Merci. D'accord. Alors, la solution pour pouvoir régler ce problème-là. Bon, dans tous les cas, il y a une solution à tout. Il ne faut pas que les téléspectatrices paniquent. Il y a une solution à tout. Bah oui, parce qu'elles ont paniqué. Hein. Non. Si. On a toujours réglé ça. Et après ça, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'elles croient que quand elles ont une aménorrhée, elles ne vont plus avoir d'enfant. Voilà le problème. C'est la première hantise. C'est la première hantise. Est-ce que je vais avoir un enfant? Voilà, c'est la première hantise. Est-ce que j'aurai une vie de couple? Voilà. Est-ce que j'aurai une vie de couple? Est-ce que j'aurai un enfant? Voilà. Être accepté par mes proches, la famille, tout ça? C'est ça qui fait ça. Donc, c'est ce problème qu'elle se pose. Et je leur dis que non. Dans l'aménorrhée primitive, c'est difficile. C'est très difficile. Le cas que je vous ai cité, mais sinon dans l'aménorrhée primaire, secondaire, tout ça, ça se règle. Chez les cancéreux, chez la femme qui est sous antibiotiques, il suffit d'arrêter les antibiotiques, c'est tout, et puis bon, les choses rentrent dans les normes, vous comprenez? Bon, je sais qu'il y a une dystrophie ovarienne bilatérale, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du volume et du fonctionnement de l'ovaire, ça se règle, vous comprenez? S'il y a dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire et ovarien, ça se règle aussi. Il y a des médicaments pour ça. Il y a aussi bon, il y a la psychothérapie. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que la malade soit disponible à aller jusqu'au bout du traitement. C'est qu'elle dise tout. Qu'elle dise tout, voilà. Parce qu'il ne faut pas avoir des non-dits, il ne faut pas cacher. Parfois, des choses. On a un peu honte. On ne veut pas trop se confier. Oui. Voilà. Les règles, c'est ce qui fait la femme. Hein. Les règles, c'est ce qui fait la femme. Parce que si elle ne peut pas laver ses chiffons, ben voilà. Je connais une dame. Oui. Pardon? Oui. Non. Je connais les patientes là. Ouais. On dit, toi, tu n'as pas tes couches. Hein. Du coup, elle s'est sentie. Ils ont remarqué qu'elle n'a pas ses couches. Vous comprenez? Quand tu laves tes couches, on sait ça. Vous comprenez? On dit, toi, tu n'as pas tes couches. Du coup, elle a une certaine frustration. Voilà, une certaine frustration. Voilà. C'est pourquoi même les femmes qui sont ménopausées, elles refusent le fait qu'elle n'ait plus leurs règles. Elles veulent tout avoir leurs règles, même quand elles ont 50 ans. Vous voyez? Ça, ce sera un prochain thème, la ménopause. Ça, c'est un grand thème. Voilà. Les femmes ne sont pas du tout prêtes à concevoir que un jour, les règles ne sont plus. Elles ne conçoivent pas ça du tout. Alors, quand elles viennent, j'ai pas mes règles, ou bien mes règles, ça commence j'ai des règles tous les 3 mois. Je dis, mais c'est la ménopause qui s'annonce. Elles refusent ça. Donc, elles veulent toujours qu'on leur donne des substituts pour que les règles viennent. Je dis, mais quand même. Ça ne crée pas d'autres problèmes. Ben, ça crée d'autres problèmes. Elles n'acceptent pas ça, malheureusement. Elles n'acceptent pas ce fait-là. Ouais. Mais c'est le déroulement normal des choses. Hein. Elles n'acceptent pas ça. C'est comme le vieillissement. Ben, il faut accepter le vieillissement. À moins que tu ne veuilles toujours être jeune, mais quand tu es jeune, extérieurement, mais intérieurement, tout se... Alors, quel est le temps de guérison? C'est au bout de combien de temps que les règles viennent, dans le cas, par exemple, d'une aménorrhée primaire et secondaire? Le temps de guérison, en principe, c'est 3 à 6 mois. D'accord. Oui. On traite la cause,
Hein, on traite la cause, c'est 3 à 6 mois. Et puis on suit la malade. Parce que dans sa tête, c'est d'avoir un enfant. Souvent, c'est comme ça. Quand elle n'a pas ses règles, elle se demande, est-ce que j'aurai un enfant? Si tu auras un enfant. Voilà. Certainement. Il n'y a rien à faire. Voilà. D'accord. 3 à 6 mois, c'est quoi? Ce sont des comprimés? Oui, évidemment. Oui. On donne des ostroprogestatifs à une certaine période, soit entre le 5e jour des règles et le 25e jour des règles, soit entre le 16e jour des règles et le 25e jour des règles, ou même du premier jour jusqu'au... Bref, il y a... Expliquez, soyez plus concret, oestrogène, tout ça, c'est quoi? Non, c'est-à-dire, c'est en fonction. C'est en fonction de la dystrophie. C'est en fonction de la dystrophie. La dystrophie, c'est l'augmentation de la taille et du fonctionnement des ovaires. Voilà. Et quand c'est un problème hormonal, même, on prescrit des hormones. Et les choses rentrent dans les normes. Ça rentre dans les normes. Elle a ses règles normalement, et puis on retranche ça, et puis l'organisme prend le relais, et elle commence à fonctionner normalement. Mais ça n'agit pas, c'est bon pour régler le problème, mais ça n'agit pas sur le comportement? Non, ça n'agit pas sur le comportement. Bon, ça agit un peu sur le comportement parce que, il y a une baisse de la libido. Il y a une baisse de la libido, parce que quand tu penses à... Mais il faut l'avertir, Et puis, bon, il y a aussi les seins aussi qui prennent un peu de volume. Voilà, il y a une sécheresse vaginale qui est là, qui est là, et puis il y a une petite nervosité. C'est là où le rôle de l'homme aussi est très important pour vraiment la mettre en confiance, tout ça. Quand elle est mariée. Oui, quand elle est mariée, ou quand elle a un compagnon. Mais encore faut-il que lui-même, il sache même que c'est ce qui se passe. S'il ne sait pas ça, c'est pourquoi il est bon que la femme aille en consultation avec son mari. Tout à fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, il va te faire soigner et puis bon, voilà, c'est toi qui es malade. Moi, je ne suis pas malade. Bon. Quand elle arrive comme ça, bon, ben, malheureusement, c'est que on lui donne des consignes, mais le monsieur, il ne respecte pas ça. Est-ce que la guérison est définitive? Est-ce qu'après le retour, notamment... Oui, ça dépend de la cause. Après le retour des règles, est-ce qu'après, on n'est pas sous la hantise, sous la peur que ça s'arrête, tout ça? Non, pas du tout. Non. La guérison est totale, elle est complète. Mais j'ai dit ça dépend de la cause, ça dépend de la cause, surtout de la cause. Vous voyez, par exemple, c'est quelqu'un qui est une femme qui est sous anticancéreux, par exemple, vous voyez, elle prend les antimusiques pendant un long cours. Vous comprenez? Dès qu'elle arrête ça, mais il y a le temps que ça doit prendre pour que les cellules puissent se reconstituer, tout ça. C'est ça prend du temps. Ça prend du temps que les règles reviennent. Mais sinon, si ce sont les dystrophies ovariennes courantes là, fonctionnelles, unilatérales ou bilatérales, bon, les choses vont pour le mieux. Voilà. Et puis je dis aux femmes que si vous avez une dystrophie ovarienne bilatérale fonctionnelle, vous pouvez tomber enceinte. Voilà. C'est possible de tomber enceinte là-dessus. Voilà. D'accord. Voilà. Avant de terminer, une femme qui a une aménorrhée primaire et qu'on la met sous traitement ou on laisse les choses venir naturellement? Non, il faut la traiter. Il faut la traiter parce que c'est une femme qui a déjà eu ses règles et les règles ne viennent plus. Non, il faut la traiter. Non, primaire, elle n'a jamais eu ses règles. Non, c'est primitive. Primitive, ouais. D'accord. Voilà, l'aménorrhée primitive, ce qu'il dit, c'est une malformation congénitale. Voilà, c'est une malformation congénitale, donc il faut pousser encore les examens pour savoir ce qui se passe. Et puis aussi, c'est une chirurgie réparatrice. Bon, il y a beaucoup de choses qui dans. Docteur, quand ça ne marche pas, est-ce qu'on peut avoir recours au psychologue? Oui, mais j'ai dit que dans le traitement, il y a la psychothérapie dans le traitement. Il faut associer le psychologue, non pas le psychologue, non, il faut que le gynécologue soit un psychologue. Voilà. Il faut qu'il puisse rassurer la patiente, la rassurer que non, mais écoute, c'est possible que tu puisses avoir tes règles. Et c'est possible même qu'elle ait ses règles, mais voilà comment il faut que vous vous comportez pour ne pas que le stress, l'anxiété, l'angoisse, tout ça là, puisse avoir un impact négatif. Ou faire du sport, voilà, décongestionner, vous comprenez. Et puis ne pas être figé sur un travail. L'anorexie mentale, par exemple, les mannequins. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit qu'on implique le mari aussi. Oui, il faut impliquer le mari là-dedans, voilà, c'est comme ça. Donc, en impliquant le mari, en faisant de la psychothérapie, tout ça, avec le traitement médical, tout rentre dans les normes, en principe. D'accord. Alors, on va récapituler, docteur. Je rappelle qu'on parlait donc aujourd'hui de la survenue tardive, de l'absence des règles chez la jeune fille. On a parlé respectivement donc de l'aménorrhée primitive, cas très rare, mais vraiment très difficile à traiter, l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. Petit récapitulatif avec vous, docteur. Vous avez déjà tout dit. Ce qui est... il est bon que la jeune fille, lorsqu'elle naît, qu'on confie le bébé ou le nourrisson au pédiatre.
c'est à ce bas âge-là qu'on peut déjà déterminer l'aménorrhée primitive. Vous comprenez? Savoir si les organes génitaux externes sont là, etc. etc. Et ensuite, bon, l'aménorrhée primaire, ça se soigne, L'aménorrhée secondaire, ça se soigne. Ça dépend de la cause. Vous comprenez? Il suffit de voir l'étiologie et puis maintenant, on fait le traitement en associant évidemment la psychothérapie, en associant qu'est-ce que je veux dire, le gynécologue et le mari, voilà, ou bien le partenaire. Voilà. Ben voilà, on comprend que c'est très très important de consulter régulièrement notre gynécologue. Il est en même temps psychologue. C'est très très important pour la famille, pour la femme, pour le mari, pour la famille de façon générale. On a terminé pour aujourd'hui, Marco. Merci beaucoup, Nessie. Merci à vous, docteur. Le docteur a été cool aujourd'hui. Il nous a pas... Merci d'être resté dans notre compagnie. C'est Matin Bonheur. Et puis, on se retrouve demain pour la finale. Réalisation Christelle Akoussa, rédaction en chef, bien sûr, Kadi Fadiga. Merci, on se retrouve, Dieu voulant, demain, toujours avec le même plaisir.